Bonjour tout le monde, merci d'être là et de prendre quelques minutes de votre journée pour visionner le webinaire Une approche collaborative pour la réussite de tous les élèves, qui est un webinaire d'introduction, donc qui fera un survol de l'approche collaborative. Alors, pour accéder à la présentation, vous pouvez y accéder en utilisant le lien qui est ici présenté sur cette diapo, donc à bit.ly, webinaire franco. Et tout au long de la présentation, vous allez voir qu'il y a plusieurs ressources qui sont rattachées au webinaire et qui pourront vous appuyer dans votre démarche. Alors, mon nom est Nancy Roy-Alloun et je suis associée à l'apprentissage pour Jigsaw Learning et consultante pour le Consortium provincial francophone. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter les composantes essentielles de l'approche collaborative, donc la structure et le processus de rencontre, les données et les preuves d'apprentissage et le continuum de soutien. Tout au long de la présentation, comme j'ai dit, je vous offrirai des ressources afin de favoriser la discussion au sein de votre école ou votre conseil scolaire et vous amener à réfléchir à ce que vous avez en place déjà et qu'est-ce que vous pouvez ajouter pour favoriser une démarche collaborative efficace. Alors, le webinaire sera d'une durée, ce webinaire va vous présenter une vue d'ensemble. Si vous souhaitez aller plus en profondeur dans l'approche collaborative, je vous invite à lire le livre Imaginez une approche collaborative de Curtis et Lorna Houston, dans lequel on explique chacune des composantes et on va plus loin. Donc, vous pouvez utiliser ce livre pour approfondir vos connaissances et il est aussi accompagné d'un guide de lecture que vous pouvez utiliser avec votre équipe. Alors, comme je vous ai dit, on va parler de 3 morceaux, donc 3 éléments importants: la structure et le processus collaboratif, le premier morceau qui est aussi le plus gros morceau pour cette démarche. Ensuite, j'aborderai données et preuves d'apprentissage et finalement, je parlerai du continuum de soutien. Donc, l'approche collaborative est composée de ces 3 composantes essentielles et l'idée, c'est vraiment de mettre ces 3 composantes-là pour rendre cette démarche collaborative la plus efficace possible pour mieux répondre d'abord et avant tout aux besoins des élèves qui nous sont confiés, mais aussi pour appuyer les pratiques pédagogiques des enseignants. Qu'avons-nous observé au fil des années? L'équipe de Jigsaw Learning a travaillé avec plusieurs écoles en Alberta et dans d'autres provinces. Et ce que nous avons observé, l'impact que cela a eu chez les élèves, nous observons une amélioration des résultats des élèves, une augmentation du taux de réussite. On observe aussi une attention particulière est portée à chaque élève. Donc, non pas seulement aux élèves ayant des besoins plus importants, mais des élèves, à tous les élèves au sein de l'école. Elle apporte aussi une attention particulière aux élèves qui ont besoin d'enrichissement. Et puis, on a aussi observé que ça met l'accent sur les relations positives et que ça diminue grandement les références externes, donc les références pour des services externes. Chez le personnel, nos observations ont été une augmentation, de meilleures compétences, de meilleures pratiques pédagogiques, un sens de responsabilité partagée, une sensibilisation plus accrue à ce que les élèves vivent, donc au contexte de nos élèves, une augmentation aussi au niveau de la confiance et de la vulnérabilité au sein de l'équipe, et puis une augmentation de l'engagement du personnel, donc le personnel s'engage davantage à répondre à la diversité des besoins au sein de l'école et aussi on a remarqué que ça développe les habiletés de leadership. Alors, c'est sûr que quand on commence avec une approche collaborative, on se pose certaines questions, mais on se pose aussi des questions pour répondre à la diversité des besoins de nos élèves. Alors, comment les enseignants peuvent-ils garantir la réussite de tous les élèves en tenant compte de la diversité dans leur salle de classe? Comment on peut organiser des équipes
et s'assurer que les efforts de collaboration sont bien orientés. Comment pouvons-nous structurer efficacement des conversations qui sont fondées sur des données, donc des données, des preuves d'apprentissage, et comment pouvons-nous maximiser l'efficacité collective? Et pourquoi voulons-nous maximiser l'efficacité collective? Eh bien, ce que la recherche nous dit, c'est que l'efficacité collective du personnel enseignant est un facteur très important pour la réussite des élèves. En fait, c'est le facteur qui a le plus d'influence sur la réussite des élèves avec un effet d'ampleur de 1,57. Donc, un enseignant a beaucoup d'impact sur la réussite des élèves, mais un groupe d'enseignants qui travaillent ensemble pour la réussite de l'ensemble de leurs élèves a encore plus d'impact. Donc, c'est ce qu'on veut favoriser avec l'approche collaborative. Donc, premier morceau, donc la phase 1, établir une structure et un processus collaboratif. Donc, se réunir pour parler des élèves. C'est certain que c'est le premier morceau et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut même voir avec le format de ce morceau de casse-tête qui est un peu plus grand que les autres. Donc, c'est vraiment important de bien établir sa structure et son processus collaboratif. Avant même de se lancer en profondeur dans ce morceau important, j'aimerais vous parler de l'importance d'avoir au sein de l'école un étayage de la structure collaborative parce que il est important de comprendre que la rencontre collaborative ne peut pas répondre à tous les besoins de tous les élèves dans toutes les circonstances. C'est pour cette raison qu'on parle d'un étayage de rencontre. Donc, sûrement que dans votre école, vous avez déjà des rencontres d'études de cas, des rencontres individualisées parlant d'un élève spécifiquement. Souvent, c'est aussi nos rencontres de plan d'appui. Eh bien, ces rencontres sont essentielles et puis, c'est des rencontres vraiment pour répondre à des besoins ou à mettre en place des interventions de niveau 4. Donc, la rencontre d'études de cas, c'est vraiment pour aller mettre en place des interventions spécifiques à un élève. L'autre niveau de rencontre, c'est d'avoir des rencontres de soutien à l'apprentissage. Donc, des rencontres au sein de l'équipe école avec, tout dépend des écoles, mais par exemple, direction, accompagnateur pédagogique, peut-être un conseiller pédagogique, pour pouvoir faire un survol des élèves qui ont des besoins plus importants et de voir comment on peut mettre en place au sein de l'école des interventions de niveau 3. Et on va parler davantage tout à l'heure des niveaux par rapport au niveau de la pyramide du continuum de soutien. Ces rencontres-là ont souvent lieu de façon hebdomadaire. Ensuite, on a ce qu'on appelle, et ce qu'on va aborder aujourd'hui, la rencontre d'équipe collaborative. La rencontre d'équipe collaborative, eh bien, c'est pour répondre et pour mettre en place des stratégies et des interventions de niveau 1 et 2. Et habituellement, la rencontre collaborative se tient à chaque mois, donc à chaque 4 à 6 semaines au sein de l'école. Et finalement, certaines écoles mettent en place aussi des rencontres collaboratives de planification de façon mensuelle ou hebdomadaire, tout dépendant de votre contexte, pour pouvoir mettre en place que les équipes, que les enseignants, les aides-élèves puissent travailler ensemble à la planification de pratiques efficaces, à la mise en place d'interventions et de stratégies efficaces. Donc, aujourd'hui, ce que j'aborderai avec vous, c'est la rencontre d'équipes collaboratives. Cependant, il est important de démontrer cet étayage de structure parce que si on n'a pas d'autres types de rencontres, comme des rencontres d'études de cas pour répondre aux besoins spécifiques de certains élèves et que nous n'avons pas de rencontres de soutien pour répondre à des besoins aussi importants ou pour diriger des élèves vers des services importants, la rencontre collaborative devient alors surchargée
et ne répond plus nécessairement à ce que l'on souhaite vraiment à travers cette rencontre-là, de mettre en place des soutiens de niveau 1 et 2, donc des soutiens, des stratégies à mettre en place dans le contexte de la salle de classe. Alors, ça, c'est l'étayage des rencontres. Alors, pour parvenir à ces rencontres collaboratives que je viens d'identifier, on se pose 2 questions et c'est toujours les mêmes questions que les équipes écoles se posent quand on commence ce processus-là. Et peut-être qu'avant de commencer, je devrais vous dire que ce n'est pas une recette à suivre à la lettre, l'approche collaborative. C'est vraiment, je vais vous présenter la vue d'ensemble, mais à la fin, vous aurez peut-être eu la chance de réfléchir à des parties de l'approche que vous avez déjà en place et que vous voulez enrichir, mais ce n'est pas nécessairement une liste d'éléments que vous devez mettre en place de façon linéaire. Donc, structure et processus collaboratifs, 2 questions primordiales. Quand pouvons-nous collaborer et comment pouvons-nous collaborer? Alors, le quand est toujours très important au sein de l'école. Donc, ce qu'on suggère, c'est d'avoir du temps intégré à l'horaire. Donc, des rencontres collaboratives que vous planifiez peut-être une année d'avance ou 3 à 4 mois d'avance pour pouvoir avoir un maximum d'implication de votre personnel enseignant. Donc, du temps intégré dans l'horaire. On essaie d'avoir des rencontres collaboratives à chaque 4 à 6 semaines et non pas à chaque semaine ou chaque 2 semaines. La raison pour laquelle on propose 4 à 6 semaines, c'est que lors des rencontres collaboratives, on met en place des stratégies, on décide des actions qu'on veut mettre en place pour répondre aux besoins des élèves et on a besoin d'un certain temps pour pouvoir mettre en place efficacement et pouvoir mesurer si ces interventions et ces stratégies ont eu un impact sur nos élèves. Donc, il est important d'avoir ces rencontres-là, pas à chaque semaine, mais vraiment dans un cycle mensuel plutôt. On favorise aussi d'avoir des cohortes, donc de parler d'élèves. Donc, une rencontre collaborative pour parler d'une cohorte d'élèves de 20 à 40 élèves ou possiblement jusqu'à 80 élèves. Je vous explique. Alors, quand vous planifiez vos rencontres collaboratives, bon, vous devriez intégrer du temps dans l'horaire de façon mensuelle et aussi former vos équipes collaboratives. Donc, par exemple, vous pourriez avoir vos enseignants de maternelle, première et deuxième année qui se rencontrent à chaque 6 semaines pour discuter de la cohorte d'élèves identifiés, donc des élèves de maths 1 et 2. Donc, habituellement, ça donne, on va pouvoir avoir une cohorte d'environ 50, 60, tout dépendant du contexte de votre école. Et la raison pour laquelle on favorise, on vous encourage à avoir des cohortes de plusieurs niveaux, c'est que ça enrichit vraiment les discussions et ça met vraiment, ça aide à ajouter des stratégies à votre coffre à outils au coffre à outils ou des enseignants pour pouvoir répondre à la diversité des besoins. Alors, possiblement qu'un enseignant de maternelle peut apporter des stratégies ou de l'appui pour ou enrichir la discussion au sujet d'un élève de deuxième année qui éprouve des difficultés en conscience phonologique. Alors, c'est vraiment pour pouvoir enrichir notre efficacité collective. Alors, ici, vous avez un modèle de cycle de rencontres d'équipe. Donc, vous avez dans ce modèle-ci les quatre niveaux, l'étayage que je vous ai montré dans la diapo précédente. Donc, la semaine 1, c'est une rencontre de planification. Donc, les enseignants travaillent ensemble à planifier des pratiques pédagogiques efficaces. Ensuite de ça, dans les semaines suivantes, c'est seulement la semaine 5 qu'on a une rencontre collaborative, mais entre ça, il y a des temps de planification, il y a aussi des temps
de rencontres, d'études de cas et tout ça. Donc, c'est un modèle et vous avez ici un modèle en anglais pour développer votre calendrier, pour pouvoir bien comprendre comment vous pouvez développer votre calendrier ou votre horaire de rencontre. Alors, c'est la première étape importante, c'est de mettre du temps pour pouvoir se parler. Parce que, évidemment, si on n'a pas de temps pour se parler, bien, la collaboration n'est pas favorisée et on peut mettre tous les autres morceaux, on peut ajouter notre pyramide, on peut avoir la plus belle pyramide d'intervention, on peut avoir plein de données sur les élèves, mais si on n'a pas le temps de s'asseoir ensemble, d'en discuter et de mettre en place des actions concrètes, ça ne fait pas avancer la collaboration. Donc, le temps est vraiment important. Dans un deuxième temps, c'est de déterminer la cible de vos rencontres. Donc, de quoi allez-vous parler lors de vos rencontres? Et il est très important d'avoir une cible qui répond aux besoins que vous avez identifiés au sein de votre école. Donc, certaines écoles, suite aux résultats des tests de rendement ou suite à une série d'évaluations en littératie ou en numératie ou suite au sondage de satisfaction, et en regardant leur plan d'action, leur plan d'amélioration d'école, peuvent facilement cibler de quoi ils souhaitent, quels sont les éléments qu'ils souhaitent améliorer. Comme ici, vous avez un exemple d'une école qui a établi ses dates de rencontre. Donc, vous pouvez voir plus ou moins à chaque mois. Et pour chacune des rencontres, il y a la cible. Donc, à la rencontre du 17 octobre, ils aborderont la littératie. Donc, les enseignants doivent se préparer à vouloir discuter, à cibler des élèves qui éprouvent des difficultés en littératie. Tandis qu'à la rencontre de novembre, ils parleront d'engagement. Donc, ça, c'est les priorités, eux, que cette équipe a choisi de mettre en place au sein de leur école et qu'ils ont choisi comme étant importantes pour leur rencontre collaborative. D'autres écoles choisissent la même cible à chaque rencontre. Par exemple, mon expérience personnelle en tant que directrice, la première année que j'étais directrice, nous avons mis un calendrier de rencontres collaboratives et puis notre cible était vraiment le comportement, donc comportement et bien-être des élèves. Donc, à chaque rencontre collaborative, nous abordions le sujet on apportait à la table des élèves qui soulevaient des inquiétudes au niveau comportemental et on mettait en place des actions pour répondre à ces besoins comportementaux. Lors de la deuxième année d'implantation, donc on a commencé avec seulement la gestion efficace des comportements et le bien-être des élèves. L'année suivante, on a ajouté, donc on alternait entre littératie et comportement. Donc, ça nous a permis, dans une première année, de développer plusieurs stratégies parce que c'était notre priorité, les comportements et le bien-être des élèves. Donc, ça nous a permis de développer notre continuum de soutien, d'amasser des données pour mieux gérer les comportements et d'établir notre structure et notre processus de rencontre de façon efficace. Et dans un deuxième temps, dans la deuxième année, on a ajouté littératie. Mais chaque école, avec son contexte, décide, selon les besoins identifiés des élèves, selon leur plan d'amélioration, peuvent décider de la cible des rencontres. Ce que l'on souhaite, c'est d'avoir l'implication maximale du personnel, une implication maximale. Donc, ce qu'on suggère, c'est de former des équipes de 3 à 5 enseignants. La direction ou la direction adjointe ou l'adjoint devrait être présent à chaque rencontre pour favoriser la prise de décision. Et puis, dans la mesure du possible, les aides élèves apportent beaucoup aux rencontres collaboratives. Ils sont très près des élèves, voient des choses. Donc, si vous avez la chance d'avoir
les aides-élèves autour de la table, c'est très enrichissant, ainsi que des spécialistes ou des conseillers scolaires selon votre domaine. Par exemple, quand je vous parlais de mon école, quand on avait eu la première année en gestion efficace des comportements et du bien-être des élèves, bien une rencontre sur deux, on avait l'appui d'une psychologue, donc qui pouvait nous apporter des solutions ou apporter des pistes de solutions et des pistes d'action auxquelles on n'avait pas pensé, et ainsi aussi enrichir notre continuum de soutien pour répondre aux besoins de nos élèves. Alors, on peut impliquer différentes personnes pour enrichir. On dit 3 à 5 enseignants parce que si vous avez une équipe, ce qu'on a observé, c'est que si l'équipe est plus grande et qu'on fait une rencontre collaborative de 20 enseignants, on a observé qu'il y avait un certain désengagement. Beaucoup de monde autour de la table, donc plus facile de se désengager et aussi peut-être moins, le désengagement était souvent dû que l'enseignant ne sentait pas qu'il pouvait apporter ou enrichir la discussion. Donc, par exemple, si vous avez une école de maternelle à 12e année et que vous avez tous vos enseignants en même temps, il est possible que vos enseignants de 10, 11, 12, lorsqu'on discute des besoins de nos élèves en littératie en première et en deuxième année, ça soit moins approprié. Donc, de bien penser à vos regroupements. Et quand on dit de 3 à 5 enseignants, on suggère fortement de ne pas aller en bas de 3 enseignants, justement pour favoriser davantage la discussion, mais aussi parce que c'est important d'avoir différents points de vue. Et puis, si on est seulement 2 personnes, donc la direction avec une enseignante, eh bien là, ce n'est plus nécessairement une rencontre collaborative, c'est plutôt une rencontre individuelle. Donc, si vous pouvez favoriser 3 à 5 enseignants et avoir plusieurs personnes et bien sûr, la présence de la direction ou de la direction adjointe est très importante. Ici, c'est tout simplement un modèle d'une école ici à Edmonton, l'école Joseph Moreau, qui, eux, ont mis en place des équipes. Donc, ils ont leur équipe de 7e année. Ils ont identifié la cible. Ils ont les dates de leurs rencontres ainsi que les heures, mais ils ont aussi identifié qui participe à chacune des rencontres. Donc, au lieu de mettre enseignants de 7e année, on met les noms des enseignants qui seront présents à cette rencontre. Pour être certain qu'il n'y a pas d'ambiguïté, comme par exemple, il pourrait avoir un enseignant qui enseigne seulement éducation physique en 7e année et qui se dit « Oh, ben, je n'ai pas besoin d'être à cette rencontre-là. Moi, j'enseigne juste éducation physique. » Puis, il n'y a pas de défi au niveau socio-émotif dans mon cours, alors je n'ai pas besoin d'y être. Non, c'est les personnes et c'est bien de bien identifier les participants à chacune des rencontres et d'avoir cette structure bien claire pour ne pas, pour être certain qu'on a la participation de tout le monde. Ensuite, une fois qu'on a déterminé le quand, il faut formaliser la structure des rencontres. Donc, comment formaliser la structure des rencontres? Tout d'abord, il est important de développer des normes d'équipe collaborative. Les normes d'équipe collaborative servent à bien établir les règles, entre guillemets, des attentes des rencontres collaboratives. Ici, vous avez un exemple d'une école qui a mis en place ces normes en utilisant les mêmes valeurs, en utilisant les valeurs qu'ils ont dans leur école et qu'ils ont en place pour les élèves. Alors, ils ont mis en place ces valeurs-là et ils ont identifié clairement chacune des attentes par rapport. Donc, lors de leur rencontre collaborative, leur rencontre d'approche collaborative, ils avaient tout d'abord identifié que c'était important le respect. Maintenant, ils ont décrit ce que c'est le respect. Donc, dans les normes, ils ont identifié que dans une rencontre collaborative, on arrive à l'heure et on respecte le temps alloué. On apporte les documents et les informations nécessaires et on est ouvert à l'opinion des autres.
Chaque école développe ses propres normes. Je ne vous lirai pas toutes les normes de cette école, mais l'idée, c'est vraiment de les développer ensemble. Donc, ce n'est pas le travail individuel de la direction qui arrive avec les normes. Voici les normes de rencontre. C'est vraiment un travail d'équipe. Donc, l'équipe développe les normes de rencontre. On en discute, on les comprend et on les comprend et on comprend aussi l'importance de celles-ci pour assurer l'efficacité de notre équipe. Alors, c'est une activité à faire avant de commencer vos rencontres pour pouvoir les avoir bien affichées visuellement. Alors, certaines écoles choisissent de les afficher sur une affiche comme celle-ci. D'autres écoles les projettent au début de la rencontre. Puis, au début de chaque rencontre, on revoit les normes et parfois, on décide de porter une attention plus particulière à une norme suite à des observations à une autre rencontre. On pourrait décider, vous savez, à cette rencontre-ci, on va essayer d'être plus positif et plus proactif. Et comment on va y parvenir? Alors, on peut prendre 5 minutes au début de notre rencontre pour revoir les normes et peut-être se fixer un objectif par rapport à une norme qu'on veut mieux mettre en pratique. Ensuite, un autre élément important pour la structure, c'est d'avoir un ordre du jour. Donc, vous pouvez rapidement voir cet ordre du jour ici. On a mis les normes en haut de la page. Et on détermine du temps. Parce qu'une rencontre collaborative est habituellement d'une durée de 60 à 90 minutes. Alors, il était important d'établir cette structure-là pour pouvoir être efficace et pouvoir accomplir ce que l'on veut accomplir. Alors, la structure qui est proposée ici, c'est d'abord revoir les normes, ensuite faire les célébrations dont je vais vous parler plus tard, identifier les élèves qu'on veut discuter, donc discussion des élèves identifiés, et on termine avec un résumé des actions, donc qui fait quoi, qui est responsable de quoi, et la prochaine étape, donc la date de la prochaine rencontre ou les prochaines étapes à poursuivre. Pour bien préparer la rencontre, il faut identifier nos élèves. Donc, on invite les enseignants à réfléchir avant d'arriver à la rencontre, donc d'avoir une semaine ou quelques jours avant la rencontre, d'envoyer soit un courriel ou une capsule vidéo à votre équipe pour pouvoir dire, OK, dans la prochaine semaine ou dans 3 jours, on va avoir notre rencontre collaborative et de mentionner la cible. Donc, dans 3 jours, on va avoir notre rencontre collaborative sur la littératie. On aimerait que vous commenciez à réfléchir de quel élève vous voulez parler. Donc, vous pouvez utiliser des fiches comme celle-ci que les enseignants peuvent compléter. Donc, quel élève je voudrais célébrer? Donc, quel élève pour qui j'ai vu du progrès? Quel élève m'inquiète? Donc, ça, c'est une fiche, c'est un exemple d'une fiche. Donc, j'ajoute le nom de l'élève pour qui j'ai des inquiétudes, un drapeau rouge, si on veut, en littératie. Et j'indique mes inquiétudes. Donc, et vous remarquerez qu'il n'y a pas tellement d'espace. Donc, on essaie vraiment de cibler le défi clé de l'élève. Donc, pas nécessairement énumérer tout ce qui ne va pas bien, mais quel défi clé, quelle est la problématique la plus importante sur laquelle il faudrait agir le plus rapidement. On peut aussi ajouter quelques observations pour pouvoir être prêt à la discussion lors de la rencontre collaborative. Donc, les enseignants qui font partie de l'équipe collaborative arrivent préparés aux rencontres parce qu'ils ont eu le temps d'y réfléchir avant, de possiblement aller voir les données de leurs évaluations, des observations qu'ils ont faites et de pouvoir apporter un portrait d'élève qui est précis. Ensuite de ça, l'autre élément de la structure, c'est d'avoir une représentation visuelle, donc de pouvoir être capable
de parler de nos élèves. Il y a certaines écoles qui utilisent des photos d'élèves. Certaines écoles, comme vous pouvez le voir ici, mettent en place une petite carte, écrivent le nom de l'élève et on est capable de dire, OK, cet élève-là, qu'est-ce qu'on va faire pour cet élève-là? On va mettre en place des interventions, par exemple, plus individualisées. Donc, on peut avoir un suivi visuel des élèves, mais aussi dans ce même ordre d'idées, il est important de projeter les notes de rencontre. Et puis, peut-être que j'en parle plus loin, mais c'est important de pouvoir projeter les notes de rencontre pour que les gens, les participants puissent voir qu'on identifie des actions et qu'on décide qui en est responsable, donc que ces actions-là auront un suivi. L'autre élément important pour ce qui est de la structure, c'est d'établir des rôles. Donc, oui, la direction est présente à la rencontre, mais si on veut vraiment favoriser l'engagement de tous, il est important d'établir des rôles. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir tous ces rôles-là au sein de toutes vos équipes, mais de déterminer qui sera l'animateur de la rencontre, qui sera le gardien du temps pour qu'on puisse bien rester dans notre temps, qui sera la secrétaire et puis ici, le rôle qui a été mis, c'est coupeur de parole. C'est la personne qui va dire, OK, oui, là, on peut parler d'un élève pendant 20 minutes, mais oui, mais qu'allons-nous faire? Alors, vraiment, pour ramener les discussions, vous pouvez voir quand vous cliquez sur le document, vous pouvez aller télécharger les cartes et les modifier selon ce que vous souhaitez dans votre école. Alors, c'est de déterminer des rôles pour que la direction ne soit pas responsable de prendre les notes, de garder le temps et que ce soit toujours la même personne qui fait tout. C'est vraiment d'avoir un leadership partagé. Et à chaque rencontre, les rôles peuvent changer selon ce que vous décidez. Ici, vous pouvez voir que j'ai mis une liste de rôles possibles. Donc, certaines écoles vont décider d'avoir un motivateur. Certaines écoles vont dire, nous, on va avoir quelqu'un qui va regarder, inspecteur des données. Donc, si on parle d'un élève, par exemple, on est en train de parler de Mathieu, eh bien, quelqu'un est capable tout de suite d'aller voir c'est quoi les données que nous avons sur Mathieu. Est-ce qu'il est présent à l'école? Quelles sont ses données d'évaluation? Est-ce qu'on a d'autres choses? Donc, tout dépend de vos besoins, mais d'établir les rôles au début de la rencontre aide grandement à l'efficacité de la rencontre. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de commencer la rencontre. Quand je vous ai présenté l'ordre du jour, j'ai parlé de débuter avec des célébrations. Alors, c'est important de débuter avec des célébrations pour débuter positivement d'abord, mais aussi pour souligner notre impact. Alors, voici un exemple. Alors, tous les élèves se sont bien adaptés à la nouvelle structure de lecture guidée. Quelqu'un pourrait apporter cette célébration-là. On avait décidé de mettre en place des groupes de la lecture guidée. Tous les élèves se sont bien adaptés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir y arriver? Tous les élèves se sont bien adaptés. Est-ce qu'il y a des élèves qui se sont mieux adaptés que d'autres? Alors, on pourrait dire, bon, ben, tel élève s'est bien adapté. Et ensuite, on cherche à souligner notre impact. Alors, qu'avons-nous fait, nous, comme enseignants, aides-élèves, comme membres du personnel, pour s'assurer de ce succès? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, ça remet en valeur les pratiques et ça débute la rencontre de façon positive. Alors, une discussion qui est brève et qui est basée sur des données. Alors, Charles a de la difficulté à gérer ses conflits. Est-ce qu'un autre élève a ses défis? Que pouvons-nous faire? Et je reviens ici, une discussion brève basée sur des données. Donc, une fois qu'on a terminé les célébrations, on entame l'identification des élèves. Donc, un enseignant pourrait apporter un élève. Par exemple, ici, Charles, il a de la difficulté à gérer ses conflits. La prochaine question qu'on devrait se poser autour de la table, c'est est-ce qu'il y a d'autres élèves qui éprouvent la difficulté à gérer leurs conflits à la récréation?
Alors, peut-être qu'une autre enseignante pourrait dire, ah, moi, j'ai aussi Valérie qui éprouve la difficulté à gérer les conflits à récréation, beaucoup de problèmes à la récréation. Un autre enseignant, ah, moi, j'ai aussi Martin qui a cette même difficulté. Alors, on est parti d'un élève. Maintenant, on est parti d'un élève, on a ciblé sa difficulté, son défi clé. On essaie de voir est-ce qu'il y a d'autres élèves pour pouvoir aider ou mettre en place des actions, non pas juste pour Charles, mais pour Charles, pour Valérie et pour Martin. Alors, peut-être que ces élèves-là n'avaient pas été identifiés par les autres enseignants. Cependant, la problématique clé, donc le défi clé, nous amène à mettre en place des actions pour plus d'un élève à la fois. Alors, que pouvons-nous faire pour appuyer ce défi? Et là, on commence une discussion, donc un remue-ménage d'idées pour appuyer non pas seulement Charles, mais 3, peut-être 4, peut-être 5 élèves en gestion des conflits lors de la récréation. Alors, que pouvons-nous faire? On identifie notre défi clé et ensuite, on fait notre remue-ménage de possibilités d'action. Alors, certaines écoles utilisent un gabarit comme celui-ci pour pouvoir débuter, si on veut, un inventaire des stratégies possibles selon les défis. Donc, puis peut-être que dans une troisième réunion, on reviendra à ce même défi de gestion des conflits à la récréation et on pourra voir est-ce qu'il y a des stratégies, est-ce qu'il y a d'autres stratégies qu'on peut mettre en place. Donc, on identifie le défi clé et ensuite, on fait un remue-ménage des stratégies possibles. Donc, le défi clé était les problématiques, la gestion des conflits à la récréation. Et que pouvons-nous faire? Et on commence avec, on peut par exemple, peu importe, avoir en place un père aidant, donc un ami qui travaille qui suit cet élève-là, donc un père aidant. On pourrait avoir d'autres stratégies. Et on fait cet inventaire-là, un remue-ménage. Tout le monde y participe. Ensuite, on revient à notre élève et on dit, OK, maintenant qu'on a on a bien discuté, qu'est-ce qu'on va faire? On avait au début parlé d'un élève, maintenant, on a ajouté d'autres élèves qui avaient cette même problématique. Donc, dans notre exemple ici, je m'excuse, l'exemple est en anglais, mais dans notre exemple dont je viens de parler, Charles, Valérie et Martin, c'était nos 3 élèves finalement pour qui on avait identifié qu'ils avaient de la difficulté à gérer leurs conflits à la récréation. Ensuite, on a parlé d'action. Maintenant, comme animateur de rencontre, je pourrais dire, OK, on a différentes stratégies, qu'allons-nous mettre en place? OK, moi, je suis l'enseignante de Charles. Je pense que pour Charles, on devrait essayer le père aidant. Je pense qu'il pourrait bien mettre ça en place. OK, qui va s'occuper de mettre ça en place pour Charles? Donc, on indique l'action, qui sera responsable et aussi la date de révision. Alors, on va essayer ça combien de temps? Parce qu'on ne veut pas essayer ça pendant 6 mois si ça ne fonctionne pas, mais on veut l'essayer un certain temps pour pouvoir s'assurer qu'on peut mesurer un impact. Comme j'ai parlé tantôt, c'est pour cette raison que les rencontres collaboratives ont un cycle d'environ 4 à 6 semaines pour pouvoir assurer ce suivi et mesurer l'impact de nos actions. Alors, c'est un peu le processus pour pouvoir arriver à mettre en place des rencontres collaboratives. Alors, je vous pose la question, une question de réflexion. Quelle structure ou processus avez-vous déjà en place dans votre école et qui sont transférables à l'approche collaborative? Alors, peut-être que vous avez déjà dans un étayage de structure, donc vous avez déjà des rencontres d'études de cas, vous avez peut-être déjà des rencontres de planification. Comment vous pouvez ajouter la rencontre collaborative? Est-ce que vous avez déjà des normes de rencontre? Est-ce que vous avez déjà des ordres du jour que vous pourriez réutiliser? Donc, pensez à ce que vous avez à votre école et comment vous pouvez le rendre utile et efficace dans une rencontre collaborative.
Alors ça, c'était le premier morceau de la rencontre. Deuxième morceau dont je vais vous parler, c'est les données et les preuves d'apprentissage. Donc, la phase 2, cibler. Identifier, le but, c'est vraiment, avec les données et les preuves d'apprentissage, c'est de pouvoir identifier les besoins des élèves à l'aide de données. Oui, c'est important, c'est très important, le point de vue pédagogique, le point de vue professionnel des enseignants, mais est-ce qu'on a aussi à ça des données afin de cibler les conversations et les actions? Donc, les données nous aident vraiment à dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Quelle action pouvons-nous mettre en place pour répondre aux besoins qui ont été ciblés par l'enseignant, mais aussi appuyés par des données? Dans l'approche collaborative, on parle de 3 niveaux d'évaluation, donc de 3 niveaux où on peut aller chercher des données et des preuves d'apprentissage. On parle d'abord d'évaluation repère. L'évaluation repère, ça sert à repérer les élèves à des fins de discussion. Le mot le dit, repérer. On devrait la faire 1 à 4 fois par année. Ça devrait être une administration qui est rapide et puis pour pouvoir identifier nos élèves pour aller plus loin dans une évaluation diagnostique. Donc, on fait une évaluation repère pour pouvoir dire, OK, qui sont nos élèves qui nous inquiètent? Les élèves qui nous inquiètent, on va aller vers une évaluation diagnostique. Donc, on va essayer de voir, OK, ces élèves-là, on a fait une évaluation repère en lecture. On a vu qu'il y avait des difficultés. Maintenant, on veut savoir, avec l'évaluation diagnostique, on veut cibler la difficulté en lecture. Est-ce que c'est une difficulté de compréhension? Est-ce que c'est une difficulté de conscience phonologique? Donc, cibler le besoin. Donc, c'est une évaluation qui est un peu plus intensive, l'évaluation diagnostique. Elle est administrée individuellement et c'est axé sur des données spécifiques. Donc, c'est vraiment pour identifier, repérer le domaine problématique chez l'élève. Je m'excuse. Et ensuite, on a ce que l'on appelle l'évaluation des progrès. Donc, comment on va faire pour évaluer, assurer un suivi des progrès de l'élève. Donc, c'est axé sur un domaine spécifique. C'est encore administré individuellement et c'est pour ça que ça doit être une évaluation qui se fait assez rapidement et on devrait être capable d'avoir un calendrier d'un calendrier de suivi des progrès. Si on met en place une intervention pour un élève, on va tout de suite déterminer quand on va évaluer le progrès de cet élève-là. Dans 3 semaines, dans 6 semaines, mais on est capable de faire cette planification. Pardon. J'aime bien comparer ces 3 niveaux d'évaluation. J'aime bien donner un exemple avec ces 3 niveaux d'évaluation. Par exemple, l'évaluation repère, c'est faire un screening, comme on dit. Alors, on pourrait, par exemple, on pourrait décider dans votre école cette année que la cible, c'est vraiment ce qu'on veut pour le personnel de l'école. C'est juste un exemple que je vous donne. C'est vraiment le bien-être du personnel. Alors, on donnerait, par exemple, une évaluation repère, donc un sondage à tous les membres du personnel et tous les membres du personnel répondent à ce sondage-là. Donc, tout le monde en même temps, on le fait au début de l'année. Et ce sondage-là nous permettrait de, par exemple, de repérer des membres de notre personnel qui auraient certains défis. Donc, on le fait à nos 25 membres du personnel et on repère, on a ces 3 enseignants qui semblent avoir quelques défis. Bien, pour ces 3 enseignants-là, on va faire une évaluation diagnostique. Donc, on va rencontrer individuellement ces enseignants-là en disant, dans le sondage, tu as répondu telle chose. Il semble que tu as qu'on aurait besoin d'aller plus loin. Donc, on ferait une évaluation diagnostique. Et juste à titre d'exemple, on pourrait dire, OK,
dans l'évaluation repère, dans le questionnaire du début de l'année, tu nous as dit que tu ne te sentais pas bien, que tu ne faisais pas assez d'activité physique. Alors, on va essayer d'aller plus loin. On fait une évaluation diagnostique et on dit vraiment, cet enseignant a besoin de faire davantage d'exercices. Donc, on met en place des choses pour pouvoir s'assurer que l'enseignant va faire plus d'exercices. On décide de mettre en place un compteur de pas et puis notre évaluation des progrès nous permet de regarder à chaque mois le nombre de pas de cet enseignant-là. Comme je vous dis, c'est à titre d'exemple, mais c'est pour vous donner une vue d'ensemble. Donc, l'évaluation repère, on le fait à tout le monde pour pouvoir, soulever qui sont nos drapeaux rouges, aller voir spécifiquement quelle est la difficulté de ces élèves à l'aide d'une évaluation diagnostique, mettre en place une action, mais une action aussi que l'on peut évaluer le progrès, donc assurer un suivi. Alors, c'est les 3 niveaux d'évaluation que l'on propose. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données-là? Alors, ce qu'on veut de ces données-là, c'est qu'on veut pouvoir identifier les élèves de qui on veut discuter. Puis, on veut pouvoir aussi harmoniser nos données au sein de notre école et avoir un support visuel pour pouvoir nous aider lors de nos rencontres. Alors, ce qui est à considérer dans notre collecte de données, c'est de regarder une cohorte d'élèves. Donc, si votre rencontre collaborative, c'est avec vos élèves de maternelle, première et deuxième année, votre support visuel lors de vos rencontres collaboratives devrait contenir votre cohorte d'élèves. Comme ici, c'est une évaluation en bien-être au secondaire. C'est les élèves de 7e à 8e année. Donc, c'est tous les élèves de 7 à 8, 7e et 8e année qui sont là. Donc, la cohorte. Donc, on ne parle pas seulement des élèves à Madame Martine ou des élèves à Madame Joël. On parle de notre cohorte d'élèves. Alors, on regarde une cohorte, non juste une classe. On essaie aussi d'ordonner selon les défis. Donc, vous pouvez voir ici les élèves qui ont été surlignés en rouge. En rose, c'était ceux qui représentaient les plus grands défis selon nos évaluations. En jaune, c'est nos élèves à risque. Et en vert, c'est ceux qui allaient bien. Donc, on essaie d'utiliser un code de couleur simple pour pouvoir se référer facilement. Puis aussi, on essaie de pouvoir noter les problèmes clés, donc d'être capable d'aller voir, OK, c'est quoi la problématique clé? Oui, il est en rouge, mais son défi est davantage en compréhension, en conscience phonologique. Tout dépend de votre cible. Puis, c'est toujours important d'avoir une personne qui fait le suivi de ces données-là, donc qui coordonne aussi de mettre en place ces données pour pouvoir y accéder facilement lors des rencontres, mais aussi d'y accéder facilement pour pouvoir identifier nos élèves avant la rencontre. Alors, peut-être que quelques jours avant la rencontre collaborative, lorsqu'on me demande d'identifier les élèves de qui je veux discuter, comme enseignante, je vais aller voir dans un document dans ma collecte de données, je vais dire, OK, moi, j'ai observé ça, maintenant, qu'est-ce que les données disent? Les données disent ça. Donc, je suis capable d'arriver à une rencontre et dire, Charles, j'avais observé telle difficulté, maintenant, avec notre évaluation repère, je peux constater que cette difficulté est vraiment présente. C'est l'élève pour qui je veux discuter et mettre des actions en place. Alors, c'est l'idée des données, comme je vous dis, présentées de façon très rapide parce que c'est un webinaire qui fait un survol des 3 composantes. Quand on va plus loin dans l'approche collaborative, on développe davantage ce morceau aussi de données et de preuves d'apprentissage. Maintenant, par rapport à ce morceau important, j'aimerais vous poser une question de réflexion. Quelles sont les données pour orienter vos discussions et vos actions? Alors oui, souvent dans les écoles, on a beaucoup de données. On amasse des données, on fait des évaluations repères souvent déjà.
On a déjà ça en place. Maintenant, comment on les utilise efficacement pour orienter nos discussions et nos actions? Alors, lors de nos rencontres, comment on est capable de s'asseoir avec ces données-là et de dire, ces élèves-là, voici la problématique ciblée et voici ce que nous mettrons en place pour eux. Alors, question de réflexion. Le troisième élément est la phase 3, donc avoir de l'impact. Donc, des actions qui nous poussent à changer nos pratiques. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir appuyer nos élèves? Alors, le dernier morceau que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le continuum de soutien que dans le livre et qu'on appelle aussi souvent la pyramide d'intervention. On utilise continuum de soutien maintenant parce que, premièrement, plusieurs écoles n'utilisent pas nécessairement une pyramide, mais plutôt un continuum qui est plus flexible que juste monter dans la pyramide. Alors, j'utiliserai le terme continuum de soutien. Peut-être que vous utilisez le terme pyramide d'intervention au sein de votre organisation. Alors, rapidement, pour bien comprendre les niveaux de la pyramide d'intervention qui est proposée est une pyramide à 4 niveaux. Donc, vous pouvez voir ici que le niveau universel, le bas de la pyramide, est vert foncé et vert pâle. Parce que le niveau 1, c'est vraiment le niveau, l'enseignement en salle de classe. Les pratiques efficaces au sein de la salle de classe, au sein de notre école. Alors, on pourrait dire quelles sont les pratiques efficaces que chaque enseignant mettra en place dans sa salle de classe. Okay? Malgré les pratiques efficaces mises en salle de classe, il y a quand même des élèves qui éprouvent des défis. Donc, quelles sont les interventions de niveau 2? Donc, le niveau 2, c'est aussi le niveau qu'on pourrait appeler de la différenciation pédagogique. C'est encore des stratégies que l'on met en place ici en salle de classe, donc des stratégies universelles que tout le monde fait, que tous les enseignants font. Ensuite, malgré les interventions universelles du vert foncé et du vert pâle mises en place au sein d'une école, on doit aussi penser aux interventions de niveau 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre école pour appuyer les élèves qui, malgré ces interventions-là, ont encore besoin d'une intervention de niveau 3? L'intervention de niveau 3 est toujours une intervention à l'échelle de l'école, parfois en sous-groupe, parfois en salle de classe, parfois à l'extérieur de la classe, tout dépendant du contexte de chacun et des défis rencontrés. Et finalement, le niveau 4, c'est un niveau d'intervention plus intensive, un niveau d'intervention plus intensive. Et puis, c'est vraiment pour de personnaliser, donc spécifique à un élève. Cibler, c'est souvent en sous-groupe. Personnaliser, c'est individuel. Qu'est-ce qu'on met en place pour cet élève-là? Et ça peut être des interventions qui sont à l'interne, donc à l'école, mais aussi des interventions de support externe, comme par exemple des conseillers, des consultants, psychologues ou travailleuses sociales au sein de l'école. Vous avez plus d'explications si vous appuyez sur le lien ici, si vous désirez aller plus loin. Alors, il n'y a pas de continuum de soutien clé en main. C'est vraiment important que chaque équipe développe son continuum de soutien d'après la cible de leur rencontre collaborative. Comme j'ai dit un peu plus tôt, quand on fait on prépare nos horaires de rencontre collaborative, notre calendrier, on établit aussi notre cible. Alors, si notre cible est en littératie, on va travailler notre continuum de soutien en littératie. Si notre cible de rencontre est en gestion efficace des comportements et bien-être, on va travailler un continuum en bien-être. Si notre cible elle est en numératie, eh bien notre continuum sera en littératie. Donc, c'est vraiment adapté au contexte de l'école parce que ça répond vraiment à ce que l'on a dans notre cible et ce que l'on veut voir comme amélioration dans notre école.
mais aussi, ça met en pratique ça met en valeur, pardon, les pratiques actuelles. Donc, peut-être qu'au sein de votre école, vous allez dire, nous, dans nos interventions ciblées, on va mettre tel programme parce qu'on a des personnes au sein de notre école qui sont capables d'offrir cette intervention-là. Donc, ça va avec les forces dans l'équipe, ce que les gens ont comme compétences, comme formation, et de pouvoir le bâtir ensemble, c'est très, très important. Donc, ici, vous avez le modèle d'une pyramide d'intervention en littératie. Je vous ai mis plusieurs autres modèles. Celui-ci est en anglais, mais vous pouvez voir la même chose, donc les 4 niveaux. Et quand on parle d'approche collaborative, on parle de ce niveau-là, donc du niveau 2. Et je vais revenir ici pour vous le montrer de nouveau. La rencontre collaborative, c'est vraiment pour mettre en place des interventions, des stratégies de niveau 2 et de début de niveau 3. Donc, c'est vraiment là que l'on axe notre rencontre collaborative. Les interventions de niveau 4, c'est davantage lors des études de cas. Donc, nos élèves qui ont des plans d'appui, pour qui on a des rencontres individualisées, c'est pour ça qu'on disait au début de la présentation qu'on mettait en place des interventions de niveau 4. Donc, la rencontre collaborative vise les interventions de mettre en place des stratégies de niveau 2 et début du niveau 3. Tandis que les rencontres de planification, donc certaines écoles appellent aussi des communautés, des CAP, des communautés d'apprentissage professionnel. Ça, c'est pour mettre en place nos pratiques efficaces. Donc, quelles sont les pratiques efficaces que l'on veut mettre en place bien solidement au bas de notre pyramide? Alors ici, vous pouvez voir dans ce modèle, ils ont mis en place les interventions universelles. Donc, quelle pratique efficace ils auront en place au niveau de la lecture au sein de l'école. Ensuite, le niveau 2, qu'ils ont appelé le niveau de différenciation, est vraiment élaboré davantage ici. Donc, quelles sont les stratégies de niveau 2 que nous pourrons mettre en place? Les stratégies, et vous pouvez voir qu'ils ont divisé les composantes de la lecture, donc la compréhension, le vocabulaire, la conscience phonologique. Et pour chacun des domaines, quelles sont les stratégies à mettre en place pour appuyer les élèves ici? Et ils ont aussi mis en place des accommodations. Donc, ils ont toujours en place des 3 niveaux, les stratégies, des accommodations et des interventions. Ici, vous pouvez voir des images d'un processus d'élaboration d'un continuum de soutien. Alors, chaque école le font de façon différente. Il y a plusieurs écoles qui choisissent de faire cette activité avec des post-it qui dit, OK, maintenant, on va faire un inventaire. On veut bâtir notre continuum, alors on va commencer par faire un inventaire de nos pratiques. Et c'est très enrichissant comme activité. Donc, on met en place, OK, qu'est-ce qu'on fait comme pratique au sein de notre école, par exemple, encore, pour la littératie? Et là, on fait un remue-ménage de toutes nos pratiques. Qu'est-ce qu'on a en place au niveau universel? Qu'est-ce qu'on a comme stratégie au niveau 2? Qu'est-ce qu'on a en place au niveau 3? Et comment on peut appuyer nos élèves jusqu'au niveau 4? Et on peut tranquillement bâtir notre continuum de soutien avec un visuel comme celui-ci. Puis, c'est vraiment le processus que cette école-ci a pris pour arriver à développer son continuum de soutien, à l'élaborer de cette façon-là. Alors, il y a différentes façons d'y parvenir. Vous avez peut-être déjà débuté un processus comme ça, alors c'est de mettre les morceaux ensemble. Mais c'est aussi important d'avoir un certain support visuel lors de nos rencontres collaboratives pour pouvoir s'y référer facilement. Donc, on peut avoir, par exemple, un apron ou un visuel au mur de notre continuum de soutien. Donc, si on apporte une discussion d'un élève, j'apporte, par exemple, encore mon exemple de Charles. Je dis, Charles, ça ne va pas.
je remarque qu'il y a des défis au niveau de la conscience phonologique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? On peut avoir cet appui visuel-là pour chercher des stratégies à mettre en place pour alimenter nos discussions aussi comme équipe. Alors, lorsqu'un enseignant éprouve la difficulté en salle de classe, ça exige qu'on ait cette structure-là en place pour ne pas justement de dire « Oh, j'ai de la difficulté », on fait une rencontre d'études de cas et on cherche des interventions individualisées. Non, on devrait être capable de bâtir sur notre pyramide et de pouvoir dire « OK, on a des difficultés, maintenant, qu'est-ce que je peux ajouter au niveau universel? Donc, comment je peux faire un enseignement différencié pour cet élève-là? Malgré mon enseignement différencié, peut-être que j'aurai besoin d'ajouter des interventions ciblées avant même de dire, OK, j'ai essayé ça, on a mis ces stratégies en place au niveau différencié, on a mis des interventions au niveau de l'école. Malgré ceci, on a besoin d'aller plus loin et mettre en place des interventions plus spécifiques pour cet élève. J'apporte une attention particulière que le continuum de soutien, c'est un continuum dans lequel on met des interventions, des stratégies et des accommodations. Ce n'est pas une façon d'identifier les élèves. Donc, Benoît n'est pas un élève de niveau 3 ou un élève jaune. Benoît est un élève qui a besoin de soutien de niveau 3. Peut-être que Benoît a besoin d'un soutien de niveau 3 en littératie, mais qu'il n'a pas besoin de soutien du tout en comportement. Alors, il est important de faire la différence entre le niveau de l'élève et le niveau de soutien de l'élève. La pyramide d'intervention ou le continuum de soutien ne devrait pas être une façon d'étiqueter nos élèves, mais plutôt une façon de se poser des questions sur c'est quoi les interventions, les stratégies et les accommodations que l'on peut offrir à cet élève-là selon les besoins et les difficultés que rencontre l'élève. Alors, c'est une nuance quand même importante. Alors, pour conclure ce troisième morceau, avez-vous un soutien systématique en place pour répondre aux besoins de vos élèves aux différents niveaux du continuum de soutien? Est-ce qu'à votre école, vous avez déjà entamé ce processus? Comment vous faites pour arriver à une référence externe au bout de votre pyramide? Avant d'arriver là, quel est votre système de soutien pour pouvoir justifier ou aller plus loin dans vos interventions? Une autre réflexion importante. Alors, pour terminer ce court webinaire d'introduction, c'est très important de bien comprendre qu'établir une culture collaborative, c'est un processus. Alors, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez mettre en place ce mois-ci, débuter ce mois-ci. C'est vraiment un processus. Vous avez pu voir à travers les 3 morceaux de l'approche collaborative, d'abord de mettre en place une structure collaborative, donc d'établir cette culture d'école où on est assis ensemble pour parler de nos élèves, de cette cohorte d'élèves-là qui sont tous nos élèves. Ça, c'est un premier pas. C'est aussi une culture à établir. Donc, comment on va faire pour établir cette culture-là à travers notre structure collaborative? C'est aussi un processus de développer son continuum de soutien et c'est aussi un processus pour amener les données au sein de nos discussions. Donc, oui, on a des données, mais comment on les utilise pour pouvoir cibler des élèves, non seulement cibler des élèves, cibler une problématique pour mettre en place des actions, des stratégies, des interventions qui vont aider l'élève concrètement. Alors, j'aime bien terminer avec ce petit visuel qui dit, ben c'est un peu ça le processus collaboratif. C'est pas une ligne droite, c'est pas juste, hey, je vais commencer l'approche collaborative, je vais suivre ça par étapes et ça va être une belle ligne droite. Non, vraiment, les écoles avec qui nous avons travaillé dans les dernières années, le succès y arrive, mais des fois, c'est pas toujours clair.
le chemin que l'on doit prendre. Alors, et finalement, j'aimerais aussi vous dire que sur le site de Jigsaw Learning, donc Jigsaw Learning, Jigsaw Learning, vous avez un onglet qui est Français, s'il vous plaît. Et dans l'onglet Français, s'il vous plaît, vous avez un onglet Approche collaborative qui vous permet d'aller chercher des ressources générales, mais des ressources aussi. Toutes les ressources que je vous ai présentées aujourd'hui, vous pouvez les retrouver dans ces onglets-là. Donc, structure et processus pour le morceau bleu, données et preuves d'apprentissage, le morceau jaune, et continuum de soutien. Alors, si vous avez besoin d'aller voir davantage de ressources pour débuter votre démarche, c'est un bon endroit. Et aussi, vous pouvez vous référer au livre, aller voir le chapitre. Ce n'est pas nécessaire de lire de la page 1 jusqu'à la fin, mais d'aller voir le chapitre sur lequel vous voulez travailler et avancer à l'aide de votre livre sur l'approche collaborative. Alors, c'est les outils qui sont apportés à votre portée. Bien sûr, je le répète encore une fois, c'est vraiment un webinaire d'introduction. Donc, habituellement, quand on développe l'approche collaborative, il y a dans une école ou dans un conseil, pour chacune des composantes, on peut avoir une formation d'une journée pour pouvoir vraiment aller plus loin, plus en profondeur dans chacune des composantes. Mais ce court webinaire vous permet au moins d'avoir une vue d'ensemble de l'approche collaborative, de débuter votre réflexion pour pouvoir avancer. Alors, merci beaucoup et bonne chance et je reste disponible si vous avez des questions ou des commentaires ou besoin d'accompagnement. Bonjour.